Tu as réussi. Maintenant, respire profondément et détends-toi. Tu as réussi à t'échapper du chaos de la ville. Tu as survécu à la première vague de panique, aux incendies qui ont ravagé la ville, et surtout à l'attaque de tes voisins contre tes réserves de nourriture. Tu es fatigué. Tes muscles sont en feu, tu as des crampes d'estomac. Tu scrutes désespérément les environs à la recherche d'un endroit où poser ta tête et te reposer. Et soudain, tu le vois. L'entrée d'une grotte. Sombre, fraîche, creusée à flanc de colline. Comme un cadeau de mère nature. Ton cerveau s'illumine. C'est chimique. Tes instincts te crient « Oui, ici tu es en sécurité ». Et à ce moment précis, sans t'en rendre compte, tu prends la décision qui te mènera à ta perte. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Pourquoi? Parce que dans le monde qui reste après l'effondrement, vos instincts ne vous disent pas la vérité. Ce sont des menteurs pathologiques. Ils sont réglés sur une autre époque, sur un ordre qui n'existe plus. Tes instincts se sont formés dans ce monde. Un monde où tu supposais que les murs respiraient. Un monde où l'air, l'eau et la terre étaient contrôlés. Ce monde n'existe plus. Et si tu ne t'adaptes pas au nouveau monde, tu finiras comme un squelette très confus dans un endroit apparemment très sûr. Dans les films hollywoodiens, personne ne vous dit la vérité suivante. Les endroits qui semblent être les plus sûrs sont souvent les pièges les plus efficaces. Non pas parce que quelqu'un les a conçus ainsi, mais parce que la biologie, la chimie et la physique se moquent des préférences esthétiques. Ils se moquent que la grotte semble accueillante, ils se moquent que l'herbe du parc soit d'un vert apaisant. À la fin de cette série, vous comprendrez parfaitement pourquoi les 3 lieux de survie les plus évidents sont en réalité une condamnation à mort pour les ignorants. Vous apprendrez la science invisible qui transforme ces havres de paix en fosses communes. Car survivre, ce n'est pas trouver le refuge parfait, c'est éviter de marcher dans un piège parce que son éclairage est agréable. Commençons. Le principe des beaux mensonges. Avant d'entrer dans les détails techniques, nous devons établir une vérité fondamentale pour pouvoir naviguer dans le monde d'après. Appelez cela la 7e règle du Nouveau Monde, car les règles 1 à 6 concernent le fait de ne faire confiance à personne. Celle-ci concerne le fait de ne pas faire confiance au lieu. Le principe des beaux mensonges stipule que plus un endroit semble accueillant, plus il mérite d'être suspecté. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de schémas, de la pure analyse. Dans l'ancien monde, les endroits qui semblaient bien l'étaient généralement parce que des armées invisibles de travailleurs les rendaient ainsi. Des jardiniers pulvérisant des produits chimiques pour garder la pelouse verte. Des ingénieurs concevant des systèmes de ventilation complexes pour les espaces souterrains. Des équipes d'entretien éliminant les dangers avant que vous ne les voyiez. Ces gens ont disparu, leurs systèmes sont défaillants. Mais les lieux ont conservé leur apparence. La grotte ressemble toujours à un refuge, le parc ressemble toujours au jardin d'Aden, le tunnel ressemble toujours à une autoroute menant à la sécurité. Ce que vous voyez, c'est l'image instantanée d'un monde artificiellement préservé, conservé comme une vieille photo. Mais l'entretien a cessé. Le travail invisible qui rendait ces lieux sûrs a pris fin. Et maintenant, vous regardez une façade très attrayante, mais qui cache une bombe à retardement. Vos ancêtres ont survécu parce qu'ils ont appris à reconnaître les fruits toxiques, les animaux dangereux et les sources d'eau potable. Ils ont développé ces instincts au fil de milliers d'années. Mais vos ancêtres n'avaient pas de terrain de golf saturé de pesticides. Ils n'avaient pas de tunnels ferroviaires imprégnés de conservateurs industriels cancérigènes. Ils n'avaient pas de grottes abritant des colonies de chauves-souris centenaires, transformées par l'écosystème moderne. Les instincts sont un ancien matériel qui tente de faire fonctionner un logiciel incompatible. Et le nouveau monde est rempli de menaces pour lesquelles ils n'ont jamais été programmés. Nous procédons donc à une mise à jour. Nous remplaçons l'instinct par la connaissance. Commençons par le piège qui ressemble le plus à la sécurité absolue. Piège numéro 1. Le mensonge ancestral. Les grottes. Pourquoi l'homme des cavernes qui se trouve à l'intérieur causera-t-il votre perte? Les grottes, le refuge originel, la première architecture de l'humanité. Pendant 2 millions d'années, nos ancêtres ont cherché refuge dans l'obscurité des rochers, à l'abri des prédateurs, des conditions météorologiques et du chaos du monde extérieur. Cela est littéralement gravé dans notre ADN. Regardez l'entrée d'une grotte
et ressentir un sentiment de retour à la maison. Et cette mémoire génétique est en train de vous tuer. Voyons ce que vos instincts vous disent. Les grottes offrent d'une température constante, généralement comprise entre 10 et 15 degrés Celsius, indépendamment des conditions météorologiques extérieures. Elles offrent une protection solide contre les éléments et les regards indiscrets. Elles sont faciles à défendre grâce à leur goulet d'étranglement naturel. Elles sont secrètes. Sur le papier, cela semble parfait. En réalité, vous vous retrouvez dans une zone biologiquement et radiologiquement dangereuse, sans aucune stratégie de fuite. Parlons de ce qui se passe réellement dans cet abri en pierre. Le tueur invisible, le radon. Premier problème, le radon. Vous connaissez probablement le radon, que l'inspecteur immobilier a mentionné en passant lors de l'achat de votre maison ou qui figure dans un paragraphe obscur des documents de vente. Ce gaz qui nécessite parfois une petite ventilation dans les sous-sols. Dans l'ancien monde, c'était un petit souci, une case à cocher sur un formulaire administratif. Dans le nouveau monde, c'est une condamnation à mort au ralenti. Le radon est un gaz radioactif. Il est produit par la désintégration naturelle de l'uranium présent dans le sol et la roche. Il est particulièrement répandu dans les régions granitiques comme le Massif central ou la Bretagne, mais on le trouve partout. Il s'échappe de la Terre depuis bien avant l'apparition de l'humanité. À l'air libre, il se disperse et devient inoffensif. Dans les espaces clos, il s'accumule. Et une grotte est, par définition, un espace clos. Voici la physique du désastre. Le radon est lourd. Il est près de 8 fois plus dense que l'air normal. Il ne s'envole donc pas. Il s'accumule. Il stagne. Il forme des bassins invisibles dans les zones basses au fond des grottes. Exactement là où vous allez naturellement installer votre campement, car c'est là que le sol est le plus plat. Vous ne faites pas que respirer du radon. Vous dormez toute la nuit dans un nuage concentré. Les anciennes statistiques mondiales estimaient que le radon tuait chaque année des dizaines de milliers de personnes d'un cancer du poumon. Mais il s'agissait de personnes qui passaient peut-être quelques heures par jour dans un sous-sol contaminé, puis sortaient respirer l'air pur. Et vous prévoyez de vivre dans cette grotte? Vous prévoyez d'y dormir, d'y manger et de vous y enfermer pendant des semaines, voire des mois. Sans ventilation, sans équipement de test et sans oncologue pour vous attendre à la fin du traitement, vous êtes mariné dans un gaz radioactif. La cruelle ironie, c'est que vous ne sentirez rien. Le radon est incolore et inodore. Vos poumons ne brûlent pas. Vos yeux ne pleurent pas. Vous vous sentez en pleine forme, jusqu'à ce que les dommages cellulaires s'accumulent au-delà du point de non-retour. Dans un monde sans imagerie médicale ni chimiothérapie, le cancer du poumon n'est pas un diagnostic. C'est une lente suffocation qui dure plusieurs mois, pendant laquelle vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas respirer alors que vous êtes en sécurité. Si vous avez repéré une grotte près de chez vous, écrivez où elle se trouve dans les commentaires. Je vous dirai si c'est une tombe ou un abri. Les anciens locataires. Horreur biologique. Mais attendez, il y a pire. Parlons des autres habitants de votre nouvelle maison. Ceux qui vivaient là des milliers d'années avant votre arrivée, avec votre sac de survie tactique et votre optimisme désespéré. Les chauves-souris. Vous pensez peut-être qu'elles sont gérables. Ils sont petits, nocturnes, ils mangent les moustiques. Certains disent même qu'ils sont utiles. Tout cela est vrai. Mais il y a une chose à propos des chauves-souris que vos ancêtres n'avaient pas à affronter, car ils ne vivaient pas dans des colonies gigantesques accumulées dans des décharges. Cette chose, c'est un champignon appelé Histoplasma capsulatum. Il vit dans un sol enrichi par les excréments d'oiseaux et de chauves-souris, le guano. On le trouve dans la plupart des environnements extérieurs, mais il n'est pas suffisamment concentré pour causer de gros problèmes. Dans les grottes où vivent de grandes populations de chauves-souris, il est partout, sur les murs, sur le sol, sur toutes les surfaces recouvertes d'excréments accumulés au fil des siècles. Voici comment il vous tue. Le champignon produit des spores, microscopiques, presque invisibles. Il se mélange à l'air lorsque le sol est remué. Lorsque vous entrez dans une grotte, vous remuez le sol. Lorsque vous posez votre sac à dos, vous remuez le sol. Lorsque vous balayez une petite surface pour étendre votre sac de couchage, vous créez un nuage de spores fongiques que vous respirez à chaque inspiration. La maladie s'appelle l'histoplasmose. Dans les cas bénins, elle ressemble à la grippe. Fièvre, frissons, douleurs musculaires.
Dans un monde où il existe des hôpitaux et des médicaments antifongiques puissants, la plupart des gens guérissent sans même savoir qu'ils ont été infectés. Mais tu n'as pas d'hôpital. Tu n'as pas de médicaments antifongiques. Tu as une grotte remplie d'excréments de chauve-souris et un système respiratoire qui est sur le point de se transformer en champ de bataille. Dans les cas graves, l'histoplasmose se propage des poumons vers d'autres organes, la rate, le foie, le cerveau. Elle provoque des lésions tissulaires, une insuffisance organique et la mort. Même dans le monde ancien, même avec un soutien médical complet, le taux de mortalité de l'histoplasmose disséminée effraie les médecins. Dans ton cas, sans traitement ni environnement stérile, un cas grave est une condamnation à mort qui dure des semaines. Et le plus douloureux dans tout ça, tu ne sauras pas que tu es infecté avant qu'il ne soit trop tard pour partir. La période d'incubation est de 3 à 17 jours. Lorsque vous commencez à tousser et à avoir de la fièvre, cela signifie que vous respirez déjà des spores depuis des semaines. Le mal est fait. Et maintenant, vous êtes trop malade pour vous déplacer vers un endroit plus sûr. Félicitations. Vous avez trouvé un refuge. Le refuge vous a trouvé. Et il vous a dévoré. Le coup de grâce, froid et psychologie. Disons que vous avez de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Vous avez trouvé une grotte avec une ventilation miraculeuse et sans colonies de chauves-souris. Pas de radons stagnants dans les profondeurs, pas de spores fongiques dans l'air. Vous avez vaincu 2 grands ennemis. Vous êtes en sécurité, n'est-ce pas? Pas tout à fait, car les grottes ont d'autres tours dans leur sac. L'hypothermie, pour commencer. Cette température constante de 10 à 12 degrés semble agréable, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'elle est constante jour et nuit. Le corps s'attend à un changement de température. Il est calibré pour se réchauffer pendant la journée et se refroidir pendant la nuit. Lorsque la température ne change jamais, le corps est perturbé dans sa régulation thermique. L'hypothermie peut s'installer insidieusement, même à des températures qui semblent chaudes, simplement parce que le corps ne peut pas se réchauffer complètement. Ensuite, il y a l'humidité. La plupart des grottes sont humides, très humides. Les taux dépassent généralement 90%. Cette humidité s'infiltre partout. Les vêtements ne sèchent jamais complètement, le lit se transforme en boîte de pétri à moisissure. La nourriture pourrit plus vite, les articulations font mal. La moindre égratignure s'infecte, car l'humidité constante empêche la cicatrisation. Et n'oublions pas le facteur psychologique. Les grottes sont sombres. Pas comme la nuit dans la forêt. Une obscurité totale. Le genre d'obscurité à laquelle vos yeux ne peuvent s'habituer, car ils n'ont rien à quoi s'habituer. Passer beaucoup de temps dans cette obscurité affecte votre rythme circadien, votre humeur et votre santé mentale. Les gens sont devenus fous dans les grottes, non pas à cause du danger, mais à cause de l'absence de lumière. Alors, que faites-vous? Vous allumez un feu pour vous réchauffer et vous éclairer, n'est-ce pas? C'est un instant primitif. Et maintenant, vous avez de la fumée qui s'accumule dans un espace clos mal ventilé. Vous avez du monoxyde de carbone qui s'accumule pendant que vous dormez, et un signal visible, une colonne de fumée sortant de l'entrée de la grotte, annonce votre position à tous ceux, ou à tous ceux qui se trouvent, à des kilomètres à la ronde. Chaque solution dans la grotte crée un nouveau problème. C'est une cascade de complications qui commence lorsque votre instinct vous dit « ici, c'est chez vous » et se termine lorsque vous réalisez que votre maison s'est transformée en tombeau. Alternative, les abris rocheux. Si les grottes sont interdites, que reste-t-il? Les abris rocheux. Des abris naturels formés par l'érosion, ouverts sur au moins 2 côtés. Ils offrent une protection contre la pluie et le vent, mais ne présentent pas les dangers des espaces clos des véritables grottes. Les facteurs essentiels à rechercher: ventilation, entrée de lumière, absence de traces d'animaux, absence de matière organique accumulée au sol. En bon abri rocheux, vous offre les avantages protecteurs de la pierre, sans les pièges atmosphériques mortels. Vous pouvez faire du feu sans vous asphyxier. Vous pouvez dormir sans être exposé aux radons. Vous pouvez vous réveiller sans avoir les poumons remplis de spores. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une grotte. Cela ne vous procurera pas ce sentiment primitif de protection profonde. Mais cela vous maintiendra en vie. Et dans le nouveau monde, survivre est la seule esthétique qui compte. Mais peut-être que vous n'aimez pas la pierre. Peut-être préférez-vous la verdure. C'est là que nous arrivons au 2e piège, le piège qui ressemble au paradis. La semaine prochaine, nous parlerons de ce magnifique parc et des raisons pour lesquelles il est plus toxique qu'une usine chimique abandonnée.
Mort verte et poison silencieux. Transition et introduction. Piège numéro 2. Parlons maintenant du deuxième piège. Le piège qui ressemble au paradis sur Terre. Peut-être que la pierre froide n'est pas votre style. Peut-être que votre instinct vous pousse vers la vie, vers la couleur. Imaginez la scène. Vous marchez depuis des jours. Vous avez traversé des banlieues transformées en zones de guerre, des zones industrielles brûlées et empestant la mort. À chaque coin de rue, vous traversez un paysage hostile, gris, qui respire le danger. Et soudain, vous le voyez. Du vert, du vrai vert. Des prairies ondulantes, des arbres centenaires. Un étang paisible où des canards nagent comme si de rien n'était. C'est peut-être un terrain de golf, avec ses fairways parfaits qui s'étendent à perte de vue. C'est peut-être un grand parc urbain, avec des aires de pique-nique et de petits ponts bucoliques. Votre cerveau se détend littéralement. C'est la vie, c'est l'eau. C'est un espace où respirer, une terre à cultiver et des clôtures à défendre. C'est ici que vous allez reconstruire. C'est ici que vous allez fonder votre nouvelle communauté. Et pourtant, vous venez de marcher sur l'un des terrains les plus pollués de la région. La chimie de la beauté. Laisse-moi t'expliquer ce que tu vois réellement. Ce n'est pas la nature. C'est un décor de théâtre maintenu en place par une guerre chimique. Cette pelouse n'est pas verte par hasard. Elle ne s'est pas entretenue toute seule pendant des décennies, pendant que les gens l'admiraient depuis leur bureau ou leur voiture. Chaque centimètre carré de ce paradis entretenu représente une attaque chimique constante contre l'écosystème naturel. Commençons par les herbicides. Les terrains de golf et les parcs municipaux ont mené une guerre constante contre les mauvaises herbes. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont laides. Pendant la majeure partie du siècle, l'arme privilégiée était une famille de produits chimiques appelés arsénicaux. Ces composés à base d'arsenic détruisaient les plantes à feuilles larges tout en laissant l'herbe intacte. Ils étaient bon marché, efficaces et utilisés à grande échelle. Mais voilà le problème. L'arsenic ne se décompose pas, il ne s'évapore pas, il ne se dissout pas. C'est un élément chimique. Il se lie aux particules du sol et y reste. Au fil des années, au fil des décennies, il s'accumule. Mais la législation a changé. La loi Labbé interdit les pesticides dans les lieux publics, me direz-vous. C'est vrai, c'est nouveau. Mais la mémoire du sol est bien plus longue que la loi française. Les réglementations modernes ont réduit l'utilisation de l'arsenic dans les années 90 et 2000, mais le mal était déjà fait. La couche supérieure du sol de la plupart des anciens terrains de golf et des parcs historiques contient des niveaux d'arsenic qui, si quelqu'un prenait la peine de les tester, déclencheraient immédiatement une zone d'exclusion sanitaire. Mais il ne s'agit pas seulement d'arsenic. C'est un cocktail. L'entretien moderne des pelouses a remplacé l'arsenic par une gamme de produits synthétiques. Chacun d'entre eux est conçu pour tuer quelque chose de spécifique. Des fongicides pour prévenir les maladies du gazon. Des insecticides pour éliminer les larves. Des herbicides de prélevé pour empêcher les graines de germer. Ces produits ont des noms effrayants. Chlorpyrifos, Carbaryl, 2,4-D, Dicamba et bien sûr notre ami le glyphosate. Certains sont des perturbateurs endocriniens, d'autres sont neurotoxiques. La plupart sont potentiellement cancérigènes. Tous ont été appliqués à des doses industrielles plusieurs fois par an pendant des décennies. Regardez cette pelouse verte. C'est une monoculture, des hectares d'une seule espèce. Il n'y a pas de monoculture dans la nature, car elles sont instables. La seule façon de maintenir une monoculture est d'utiliser des produits chimiques de manière permanente. Ce que vous voyez n'est pas un écosystème sain, c'est un patient sous respirateur chimique. Retirez les produits et la pelouse meurt. Mais les produits ne disparaissent pas. Problème d'accumulation. Eau et sol. Voyons ce qui se passe lorsque vous essayez d'utiliser ce sol pour survivre. Commençons par l'eau. Ce petit étang avec les canards, c'est le point de convergence de tous les produits appliqués aux terres environnantes, l'endroit où tout se déverse. La pluie lessive les composés chimiques de l'herbe et les entraîne dans le système de drainage. Le drainage se déverse dans l'étang se transforme en une solution concentrée de tout ce qui rend l'herbe verte. Boire cette eau, c'est comme boire une expérience chimique. Vos reins vont essayer de la filtrer. Ils y parviendront pendant un certain temps, puis ils n'y parviendront plus. Lésions hépatiques, insuffisance rénale, symptômes neurologiques. Et vous ne pourrez pas en déterminer la cause, car l'eau semble propre. Elle sent bon, elle peut même avoir un goût normal. Et les poissons de ce bassin? Ils bioaccumulent ces produits depuis des années. Manger ces poissons,
C'est ingérer en un seul repas la pollution concentrée de plusieurs années. Mais le pire, c'est la terre. Le piège de l'agriculture. Dans votre cerveau de survie, cet espace vert crie « agriculture ». Toute cette terre déjà nettoyée, déjà nivelée, déjà cultivée. Vous vous dites « je vais labourer la terre, planter des pommes de terre et avoir une source de nourriture pour l'hiver ». Une erreur fatale. Les pommes de terre pousseront dans un sol saturé d'arsenic et de métaux lourds. Et devinez ce qui va se passer? Les plantes ne filtrent pas ces poisons. Elles les absorbent. Les légumes racines sont les pires. Les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les navets, les premiers que vous plantez, précisément parce qu'ils sont caloriques et faciles à cultiver, sont les plus efficaces pour extraire l'arsenic du sol et le stocker dans leurs parties comestibles. Vous récolterez quelque chose qui ressemble à de la nourriture et vous mangerez quelque chose qui agit comme un poison. Ce n'est pas une hypothèse. Des études menées sur des cultures poussant dans des sols pollués montrent que les légumes concentrent les métaux lourds. Vous ne nourrissez pas votre famille. Vous l'empoisonnez lentement. Et nous ne parlons pas seulement de l'arsenic. Certains de ces pesticides sont des polluants organiques persistants. Leur nom leur va comme un gant. Ils sont persistants. Vous pouvez entretenir avec soin un potager pendant des mois dans ce magnifique parc, l'arroser avec l'eau de cet étang propice, et chaque récolte vous rendra un peu plus malade. Chronologie invisible. Voici ce qui rend la pollution chimique si dangereuse dans un scénario de survie. Le cycle de rétroaction est très lent. Lorsque vous mangez un fruit toxique dans la forêt, vous vous en rendez compte assez rapidement. Votre corps le rejette. Vous vomissez, vous avez la diarrhée. Vous retenez la leçon. Ne mange plus jamais ce truc rouge. C'est cruel, mais instructif. La pollution chimique ne fonctionne pas ainsi. Les métaux lourds et les pesticides s'accumulent dans vos tissus au fil du temps. Votre corps ne peut pas les éliminer assez rapidement. Chaque exposition s'ajoute à la charge totale. Et lorsque les symptômes apparaissent, tremblements, confusion mentale, douleurs abdominales chroniques, fatigue persistante, vous vous empoisonnez depuis des mois. À ce stade, il n'y a plus de guérison possible, sans une intervention médicale complexe qui n'existe plus. Vous ne faites que vous détériorer progressivement, en vous demandant pourquoi vous vous sentez si mal alors que vous mangez des légumes frais et buvez de l'eau pure. Le parc vous a tué. Il a juste pris son temps pour le faire. Il vous a tué avec gentillesse. Alternative, où aller? Les terrains abandonnés. Alors, où cultiver? Où trouver une terre qui ne vous trahira pas? Cherchez les terres dont personne ne veut. Cherchez les terrains abandonnés, les lisières de forêts négligées, les anciens champs abandonnés parce qu'ils ne sont plus rentables. Cherche les endroits envahis par les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont tes amis. Si les pissenlits, les mûres, les orties et les mauvaises herbes poussent, cela signifie que personne n'a pulvérisé de désherbant sur cette terre récemment. Si le sol est sombre, rempli de vers et grouillant d'insectes, cela signifie que personne ne l'a asphyxié avec des insecticides. Dans un monde post-apocalyptique, les terres agricoles les plus précieuses sont celles qui ont été négligées par l'ancien monde. Les terres laides, les terres infertiles, les terres que les promoteurs et les paysagistes ont rejetées, estimant qu'elles ne valaient pas l'investissement en produits chimiques. Trouvez les endroits où la nature a le droit d'être désordonnée. Ce désordre est votre garantie de sécurité. C'est le certificat de pureté du nouveau monde. Passage à la piège numéro 3. Mais peut-être n'êtes-vous pas agriculteur. Peut-être êtes-vous voyageur. Vous devez vous déplacer rapidement. Vous avez besoin d'une route. Et vous savez que les routes sont dangereuses. Elles sont pleines de bandits, de barricades et d'épaves de voitures. Tu consultes donc les cartes. Et tu vois ces lignes noires, droites et solides. Le chemin de fer. Et plus précisément, les tunnels ferroviaires. Des kilomètres de béton armé. Une protection contre la pluie. Une route directe à travers la montagne. L'autoroute idéale pour un survivant clandestin, n'est-ce pas? C'est le troisième piège, le couloir de fer. Et celui-ci ne vous tuera pas avec la biologie ou la chimie agricole. Il vous écrasera en utilisant la physique pure. L'effet de Bakalama, physique. Les tunnels ferroviaires. D'un point de vue logistique, ce sont des autoroutes pour les survivants. Ils relient les villes entre elles, traversent les montagnes et offrent un terrain plat. Il semble judicieux de suivre les rails. Il semble encore plus judicieux de camper dans un tunnel. Mais une fois de plus, vos instincts vous ont conduit dans un piège. Cette fois-ci, les tueurs, la thermodynamique et la chimie industrielle travaillent en parfaite harmonie.
Commençons par la physique. L'effet de Bakalama. Un tunnel n'est pas seulement un trou dans une montagne, c'est un tube aérodynamique. Lorsque la pression atmosphérique est différente entre ces deux extrémités, ce qui est presque toujours le cas en raison des différences de température ou d'altitude, le tunnel se comporte comme un ballon. Il accélère le flux. Pourquoi est-ce important pour vous? En plein air, la fumée d'un feu de camp se disperse. Vous vous asseyez près du feu, vous toussez un peu, et tout va bien. Dans un tunnel, la fumée n'a nulle part où aller. Elle se propage simplement tout au long du tunnel. Et l'effet de cheminée ne se contente pas de la transporter. Il la concentre. Un petit feu allumé à l'autre bout du tunnel peut créer des conditions toxiques à des centaines de mètres de distance. La fumée est canalisée par les murs, accélérée par la physique et livrée directement à vos poumons. Des gens sont morts dans des tunnels à cause de feux dont ils ignoraient même l'existence. Le feu de camp d'un autre groupe, un incendie de forêt à l'extérieur, le tunnel recueille la fumée et vous lacère avec une efficacité industrielle. Le monoxyde de carbone est inodore. Vous vous sentez somnolent. Vous vous allongez sur les rails. Vous ne vous relèverez plus jamais. Le piège du bois. Créosote. Mais disons qu'il n'y a pas de feu. L'air semble pur, vous êtes seul. Regardez le sol. Ces poutres en bois sous les rails, ce sont des traverses. Elles sont votre prochain problème. Les traverses de chemin de fer sont conçues pour résister à la pourriture. Elles sont fabriquées pour rester intactes dans la boue et l'humidité pendant 50 ans. Cette résistance n'est pas naturelle, elle est chimique. Le traitement traditionnel est le créosote. C'est un dérivé du goudron de houille, un mélange complexe composé de centaines de composés chimiques dont la plupart sont cancérigènes. Le créosote est si toxique que le simple fait de toucher à main nue du bois traité peut brûler la peau. Et voici le piège de la survie. Dans un tunnel froid, tremblant et claquant des dents, vous voyez du bois. Beaucoup de bois. Déjà coupé, déjà empilé, parfaitement sec. Votre instinct vous crie « du combustible ». Votre instinct est sur le point de vous empoisonner. Brûler du bois traité au créosote libère un cocktail de composés toxiques, hydrocarbures aromatiques polycycliques, phénol, naphthalène. Ceux-ci ne sont pas seulement irritants, ce sont des agents qui détruisent les alvéoles pulmonaires. Même si vous ne les brûlez pas, ces traverses émettent des gaz. Elles dégagent des vapeurs volatiles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dormir dans un tunnel ferroviaire, c'est comme dormir dans le pot d'échappement d'un camion qui tourne au ralenti. Maux de tête, confusion, problèmes respiratoires, ce sont des signes avant-coureurs. Le tunnel vous empoisonne à chaque respiration. Et nous n'avons même pas parlé de la structure. Ces tunnels ont été construits il y a un siècle. Le béton se détériore. L'eau s'infiltre, gèle et fait éclater la roche. Sans les inspections annuelles de l'Ancien Monde, vous ne pouvez pas savoir quelle partie va s'effondrer. Contrairement à une maison qui craque avant de s'effondrer, un tunnel peut s'effondrer soudainement. Une tonne de béton sur votre sac de couchage et l'histoire s'arrête là. Alternative, les crêtes. Si les tunnels sont des pièges, où faut-il voyager? Où faut-il dormir? Sur les crêtes, en hauteur. L'air y est frais et ne stagne jamais. Il n'y a pas d'espace clos où la fumée ou la vapeur pourrait s'accumuler. La vue est parfaite pour repérer les dangers de loin. Le drainage naturel permet de garder votre campement au sec. Les lignes du dos sont exposées et le cerveau du lézard déteste l'exposition. Il veut se cacher dans un trou. Mais dans ce nouveau monde, l'exposition n'est pas un ennemi, c'est une source d'information. Vous pouvez voir ce qui arrive. Vous pouvez sentir si l'air est pur. Le vent est votre allié. Il emporte les dangers invisibles, les agents pathogènes, les gaz. L'instinct de rechercher des espaces clos est un vestige d'un monde où les plus grandes menaces étaient les tigres à dents de sabre et les tempêtes. Aujourd'hui, les menaces sont invisibles. Chimie, radiation, agents pathogènes. La ventilation est la meilleure armure contre elles. Recherchez les endroits élevés. Recherchez le vent. Synthèse et nouveau paradigme. Rassemblons tout cela. 3 endroits, 3 choix évidents, 3 condamnations à mort. Les grottes, elles semblent protectrices, mais ce sont des chambres à gaz radioactives et des incubateurs de maladies fongiques. Les parcs et les terrains de golf, ils semblent fertiles, mais ce sont des zones superficielles saturées de poisons persistants qui vous détruisent de l'intérieur. Les tunnels, ils semblent solides,
mais ce sont des couloirs de fumée toxiques et des structures instables. Dans tous les cas, le piège fonctionne parce qu'il fait appel à une nostalgie biologique. Un abri, de la verdure, l'instinct de trouver un chemin. Ces instants ont évolué pour vous permettre de survivre dans une nature vierge. Dans les décombres industriels, ils vous tueront. La véritable leçon à tirer ici n'est pas seulement d'éviter les grottes. Il s'agit de recalibrer tout le processus décisionnel. Dans l'ancien monde, vous pouviez vous fier aux apparences. Un restaurant propre était probablement hygiénique. Un pont solide était probablement sûr. Cette correspondance entre l'apparence et la réalité a été rompue. Un endroit qui semble sûr est un piège. Un endroit qui semble laid, un terrain abandonné, une crête balayée par le vent, est votre survie. Voici votre nouveau cadre mental. Avant d'entrer dans un espace clos, demandez-vous, quel gaz s'accumule ici? Comment est la ventilation? Avant de vous installer dans un espace vert, demandez-vous, qui l'a entretenu? Avec quel produit? Avant d'utiliser un bâtiment, demandez-vous, de quoi est-il fait? Que dégage-t-il lorsqu'il est chauffé? Les réponses à ces questions feront la différence entre vivre des années et mourir en quelques semaines. Le coup de glace. Vous connaissez désormais les pièges. Vous avez mis à jour votre logiciel. Vous êtes passé du mode recherche d'abri au mode recherche d'abri sain. Le monde est rempli de ces beaux mensonges. La plupart des gens se précipiteront vers des solutions évidentes. Ils se rassembleront dans les métros, les grottes et les parcs. Ne les suivez pas. Les survivants seront ceux qui auront compris pourquoi les solutions faciles sont des pièges. Les autres, ce ne sont que des morts qui n'ont pas encore cessé de marcher. Le choix t'appartient. Apprends ou ignore. Adapte-toi ou disparais. Mais ne viens pas pleurer quand tu te réveilleras en toussant dans une grotte humide. En fait, tu sais quoi? Personne ne te verra. C'est justement le problème. C'est à toi de jouer.